affecter la région n'est qu'une manifestation parmi tant d'autres qui menacent la paix dans le monde. Le Yémen, le Soudan, la Syrie ou encore le terrible drame qui se passe dans la bande de Gaza entrent dans le lot pour lequel le multilatéralisme jouerait pleinement son rôle. Il est impératif d'agir ensemble pour progresser vers la paix, le développement durable et la dignité humaine, garantissant ainsi un avenir meilleur pour les générations futures. Ne laissons personne sur le chemin. Tel est le message clair et pertinent qui inspire la thématique sélectionnée pour orienter les travaux de la 79e session de cette illustre assemblée. Monsieur le Président, merci à la technique pour cet élément, pour cet extrait du discours du chef de l'État. C'est parti avec les invités ici dans ce studio. Monsieur Patrick Balemba, d'abord sur le plan de la forme, comment avez-vous trouvé le discours du chef de l'État prononcé à cette 79e Assemblée générale des Nations Unies? Bon, merci beaucoup pour la parole. Avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord relever un élément par rapport à nos interventions ici sur la radio. Personnellement, je suis habitué à participer aux émissions ici et même d'intervenir par téléphone des fois. Mais ce que je remarquais est que dans notre société, on a une certaine culture de l'intolérance. Et je voudrais quand même inviter tous les auditeurs de Radio Sven, tous ceux qui nous écoutent, tous les citoyens, à cette culture de tolérance, à accepter que quelqu'un puisse avoir un avis contraire au vôtre, sans forcément être votre ennemi ou l'ennemi de la nation. Parce que des fois, je vois toutes les interventions que je peux faire, il y a toujours des commentaires qui peuvent nous suivre, même à la maison, partout où nous passons, des gens qui pensent avoir le monopole de l'amour du pays et qui voudraient interdire aux autres citoyens de penser contrairement à leur ligne de pensée ou à la ligne qui leur avait été dictée par leur peut-être parti politique, autorité morale. Chers citoyens, je dois vous dire que tout le monde n'est pas sous la coupe des partis politiques ou des autorités morales. Donc nous devons... Alors c'est parti pour le sujet du jour. Qu'est-ce que vous pensez sur le plan de la forme? Voilà. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire sur le plan de la forme. C'est un discours comme tous les autres. Bon, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire sur la forme. Le président, il est habitué à prononcer des discours. C'est déjà peut-être la 6e fois qu'il est là devant l'Assemblée générale. Je l'ai trouvé plutôt à l'aise. Donc, il s'habitue déjà à ces cadres. Et puis, les discours tels que nous les connaissons, le président, avant de les prononcer, il y a toujours des services qui les préparent. Et donc, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire, c'est la forme. Alors, allons-y sur le plan du fond. Qu'est-ce qui vous a impressionné sur le plan du fond? Quelles sont les forces de ces discours? Merci beaucoup pour la question. Je pense, pour répondre sincèrement à cette question, je n'ai pas été impressionné par quoi que ce soit, parce que le président a dit ce que moi, je savais qu'il va encore dire. Parce que, comme c'était quoi ce que vous saviez qu'il allait dire? Parce que je suis en train d'y arriver. Ok. Je dis que ça fait la 6e fois peut-être, ou 5e, qu'il passe devant cette tribune pour parler. Et on sait déjà, quand il arrive là-bas, ce qu'il va dire. Donc,
je me pose d'ailleurs la question, avant de dire un mot sur les fonds, je me pose la question sur même l'opportunité pour le président de continuer à aller prononcer ses discours devant cette assemblée. Certes que c'est un grand rendez-vous diplomatique mondial, mais je pense que le président de la République n'est pas obligé de toujours aller là-bas, surtout quand il sait que il va parler, mais que son discours n'aura aucun effet sur son auditoire. Parce qu'il faut toujours avoir un objectif lorsque on part dans ce genre d'assemblée. Qu'est-ce qu'on cherche? Quels sont les résultats? Alors, je reviens sur les fonds. Nous avons entendu le président, il a abordé plusieurs questions, mais ce qui a retenu mon attention et ce que je savais qu'il va dire, c'est par rapport à la crise que nous avons. Parce que c'est ça notre plus grand problème, la crise sécuritaire que nous avons à l'est de notre pays. Le président de la République, quand il présente les problèmes, d'abord, personnellement, je suis choqué de constater que lui-même, comme président, il présente mal les problèmes. Pourquoi? L'est de notre pays a un problème, oui. Mais les problèmes de l'est de notre pays ne se réduisent pas au M23 et au Rwanda. Alors quand le président va porter notre voix sur le plan international, je pense qu'il doit avoir une vision globale et il doit pointer tous les acteurs qui sont concernés dans ce que nous subissons comme problème à l'est de notre pays. Mais quand il fait une fixation sur le M23, sur le Rwanda, où est-ce qu'il laisse l'Ouganda? Où est-ce qu'il met les problèmes? Je pense d'ailleurs, si je peux mesurer personnellement par rapport à la capacité de nuisance, je ne mettrai pas les ADF, les Codeco dans un même lot que les M23 par rapport à la capacité de nuisance. Je me dis, l'ADF, les Codeco et tous les autres groupes qui n'ont rien en commun avec les M23 et les Rwandais, je pense qu'ils ont une capacité de nuisance beaucoup plus élevée que les M23 même. Et donc, quand le président présente les problèmes comme étant un problème qui se réduit uniquement au M23, je pense qu'il y a un problème. Parce que donc, les problèmes ayant été mal posés, la République démocratique du Congo ne va pas trouver des solutions. Le problème ayant d'abord été mal posé, je pense que la conclusion est simple, les solutions ne seront pas bien trouvées. Parce que si on résout les problèmes du M23, est-ce qu'on aura en même temps résolu les problèmes des ADF, les problèmes de tous les autres groupes armés? Alors, un autre élément, le deuxième point, par rapport à ces discours toujours et à la problématique de l'Est de notre pays, je trouve que le président, il s'est contredit dans son discours. Il présente une solution contradictoire et je pense c'est ce qui fait que le monde ne nous suit pas pour nous accompagner dans notre solution parce que notre position demeure ambiguë. Nous devons faire les choix sur la voie que nous allons adopter. Les discours à l'interne, c'est que nous ne voulons pas négocier avec qui que ce soit, c'est que nous allons battre les Rwandais, nous allons frapper les M23 et tout. C'est ça les discours à l'interne. Mais à l'extérieur, le président, quand il parle, il dit qu'il s'inscrit toujours dans le processus de Luanda. Très bien. Mais que dit ce processus? Est-ce que le monde nous prend au sérieux quand le président dit qu'il appuie le processus de Luanda, qu'il est là, mais quand on suit l'actualité qui vient de Luanda, on sent que rien n'évolue. Parce que, effectivement, de notre côté, on n'a pas fait le choix soit d'aller vers les négociations parce que effectivement le processus de Luanda prévoit une feuille de route, entre autres les négociations directes de la RDC avec les Rwandais d'abord, et ce même processus se renvoie à un autre processus parce que quand on appuie le processus de Luanda, c'est-à-dire
indirectement aussi, on doit appuyer les processus de Nairobi qui prévoit les négociations entre États, c'est le processus de Luanda, et renvoie aussi les gouvernements congolais à négocier avec les différents groupes armés, dont le M23, c'est le processus de Nairobi. Alors, où est-ce qu'on en est? Donc le chef de l'État n'était pas très clair, il y avait ambiguïté. C'est ça, dans quand le discours. chef de l'État, il parle là-bas, il dit qu'il appuie ces processus, mais que ici à l'interne et dans les agissements, on comprend que ce processus est au point mort. La fois Comment dernière, ça, le processus est au point mort? Le processus de Luanda évolue, ça continue. Ça évolue comment? Ça n'évolue pas. Nous avons tous suivi qu'il y avait eu des pourparlers à Luanda, mais à la fin, notre gouvernement, par notre ministre, ils ont refusé de signer ou de signer l'acte final, alors qu'au départ, ils s'étaient déjà engagés à désarmer. Et ce qui est encore une autre contradiction, soit on considère les FDLR comme des ennemis de la nation, ou alors on fixe notre position. Vous partez là-bas, à Luanda, vous acceptez que non, nous allons cesser de collaborer, nous allons désarmer les FDLR. Donc indirectement, vous donnez des arguments à notre ennemi pour accepter que vous collaboriez avec les FDLR. Vous dites que vous allez, ou nous disons par la voix de notre chef de l'État, que nous appuyons ce processus de Luanda et que les processus PDDRC, nous l'appuyons, nous pensons que ce processus c'est vraiment une autre solution. Mais entre-temps, la position officielle de notre gouvernement, c'est de prendre tous les groupes armés, au lieu de continuer ce processus de désarmement, vous les réarmez davantage et vous les incorporez même aussi des forces de défense sous forme de réservistes. Donc c'est tout ça, c'est toutes ces contradictions qui font que les partenaires en face, ils ne peuvent pas, ou ils ont du mal peut-être à nous suivre dans notre rapport. Et la dernière, le dernier élément par rapport à la situation, je pense que c'est pourquoi j'ai commencé par dire que le président devrait réévaluer l'opportunité pour lui d'aller participer à ce genre d'assemblée ou de rendez-vous. La question que nous devons nous poser, qui est notre allié, sur qui nous pouvons compter dans la communauté internationale? Parce que les résultats que nous pouvons avoir, les résultats positifs que nous pouvons avoir, si nous pensons bien notre action, c'est que c'est aboutir à la désignation de notre ennemi, qui est le Rwanda, et moi j'ai parlé de l'Ouganda aussi, arriver qui a été cité par le dernier rapport. Oui, c'est ça ce que j'ai dit. Cité, oui, mais qu'est-ce qui arrive après? Est-ce que nous arrivons à faire condamner les Rwandais, à le faire sanctionner? Parce que ça, ce sont les résultats. Lorsque on cite un pays comme étant un pays agresseur, qu'est-ce qui va suivre? Parce que la charte des Nations Unies... beaucoup. La charte des Nations Unies, madame, merci, en 30 secondes de chuter. Oui, prévoit l'agression comme une menace à la paix mondiale. Et donc, nous devons arriver à faire sanctionner les Rwandais, ce que nous n'avons pas encore arrivé. Et à la fin, à quoi ça nous sert d'aller dire toutes les années, ça fait 4 ans que le président va devant l'Assemblée générale des Nations Unies dire que les Rwandais nous agressent. Mais nous, par rapport au Rwanda, qu'est-ce que nous avons fait contre les Rwandais? Merci beaucoup. Parce que, madame, nous reviendrons aux recommandations. Je voulais finir. La Charte des Nations Unies. Nous reviendrons vers les recommandations, Patrick Balema.